C'est quand même un aspect fascinant de notre vie démocratique. En France, on est très régulièrement appelé aux urnes pour élire nos représentants. Ça va du président de la République jusqu'aux conseillers municipaux de notre commune. Mais ce qui est vraiment surprenant, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble dans ce décryptage, c'est que les règles du jeu ne sont littéralement jamais figées. Elles changent du tout au tout selon le type d'élection. Alors, posons-nous la vraie question. Pourquoi faire compliqué quand on pourrait faire simple? Pourquoi n'a-t-on pas un seul et unique mode de scrutin parfaitement uniforme pour tout le monde? Et surtout, comment ces règles si spécifiques arrivent-elles, en coulisses, à façonner notre démocratie? Pour percer ce mystère, voici notre plan de route. On va explorer 5 étapes clés. On va commencer par l'exception électorale française. Ensuite, on décryptera la logique du scrutin majoritaire. On s'attaquera à la mécanique très précise du proportionnel. On verra le fameux compromis du système mixte. Et on finira par l'impact concret que tout cela a sur l'offre politique. Allez, on attaque tout de suite avec notre première étape, l'exception électorale française. En fait, cette diversité de scrutins, ce n'est vraiment pas un hasard. Imaginons une grande balance. D'un côté, on a le scrutin majoritaire. Lui, il est conçu pour accorder une prime au vainqueur dans un but très clair, fabriquer des majorités ultra stables. Et de l'autre côté de la balance, on a le scrutin proportionnel. Alors oui, il risque parfois de créer une certaine instabilité en morcelant le paysage politique, mais son but ultime, c'est de répartir les sièges avec la plus grande exactitude possible pour représenter tout le monde. Passons à notre deuxième point, le décryptage de ce fameux scrutin majoritaire. Le scrutin majoritaire, c'est vraiment la logique implacable du winner takes all, le gagnant rafle la mise. Et ça rythme de très près notre vie politique. Depuis les législatives anticipées de 2024, en passant par la présidentielle de 2027, puis les départementales en 2028 et les européennes en 2029, à chaque grand rendez-vous, on déploie des règles mathématiques spécifiques. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que ce système a plusieurs visages. S'il n'y a qu'un seul fauteuil à pourvoir, comme pour le mandat de 5 ans du président de la République, on appelle ça un scrutin uninominal. Mais regardez les élections départementales, où le mandat est de 6 ans, là, ça devient binominal. Ça veut dire que les candidats doivent obligatoirement se présenter en duo, un homme et une femme. Regardons de plus près avec l'exemple de nos 577 députés de l'Assemblée nationale, parce que mathématiquement, c'est un vrai parcours du combattant. Remporter une circonscription dès le premier tour, c'est un exploit. Il faut non seulement décrocher la majorité absolue des votes, mais en plus, ces voix doivent représenter au moins 25% de tous les électeurs officiellement inscrits sur les listes. Bien sûr, franchir des seuils aussi stricts du premier coup, c'est rare. Donc, quand ça n'arrive pas, on organise un second tour. Et là, la mécanique s'assouplit complètement. Il suffit simplement d'obtenir une majorité relative. En gros, la personne qui arrive en tête remporte le siège, tout simplement. Ce qui nous amène à notre troisième grande partie, la mécanique du scrutin proportionnel. Là, on change radicalement une philosophie. L'idée de la proportionnelle, c'est de distribuer les sièges en fonction du volume réel de voix. Les prochaines élections européennes de 2029 sont le cas d'école parfait. C'est un suffrage universel direct à un seul tour. On y choisit des représentants pour 5 ans, et ces eurodéputés iront ensuite siéger à Strasbourg pour formuler et voter les lois de l'Union européenne. Mais concrètement, comment on transforme des millions de bulletins de vote en sièges? Eh bien, tout commence par une division. Et le chiffre magique de cette division, c'est le quotient électoral. C'est le nombre exact de voix qu'il faut obtenir pour décrocher un premier siège. On divise le total des voix d'une liste par ce quotient. Sauf que dans le monde réel, le résultat ne tombe quasiment jamais juste. Il y a toujours des voix restantes. Et ça crée un puzzle mathématique assez passionnant pour attribuer les fameux sièges restants. On a 2 grandes méthodes. D'abord, le plus fort reste, qui regarde juste les voix résiduelles, ce qui favorise naturellement les petites listes. Et de l'autre côté, on a la plus forte moyenne, qui intègre un siège fictif dans l'équation. Et cette petite astuce donne un avantage mathématique indéniable au grand parti. Quatrième étape de notre parcours, le compromis du système mixte. Que se passe-t-il quand on veut le beurre et l'argent du beurre? On crée un système mixte. C'est exactement ce qu'on utilise pour les élections municipales dans les communes de plus de 1000 habitants, et c'est redoutable d'ingéniosité. La liste qui arrive en tête rafle d'emblée la moitié des sièges. Ça, c'est pour garantir la capacité de gouverner. Ensuite, les 50% de sièges restants sont répartis à la proportionnelle entre toutes les listes, y compris celle du vainqueur. Ça permet d'avoir une vraie pluralité de voix autour de la table du Conseil. Allez, on termine avec notre 5e et dernière partie, l'impact global sur l'offre politique. Quand on prend un peu de recul, on réalise très vite que toutes ces mathématiques ne sont pas juste des détails administratifs. Elles sculptent littéralement notre paysage politique. De manière très objective, les règles majoritaires font émerger de gros blocs et facilitent des majorités claires pour gouverner. À l'inverse, les règles proportionnelles agissent comme un miroir super fidèle de l'électorat, mais elles obligent souvent à former des coalitions complexes. Et ça nous amène à une conclusion primordiale de ce décryptage.
Choisir un mode de scrutin, ce n'est absolument pas une simple formalité technique. C'est un choix politique massif qui a un impact direct sur la gouvernabilité du pays et sur la légitimité de la représentation nationale. Ça donne vraiment matière à réflexion, non ? C'est fascinant de voir comment ces mathématiques, totalement invisibles derrière l'urne, dictent en silence l'avenir du pouvoir et la forme de notre démocratie. La prochaine fois qu'on ira voter, on y repensera forcément. Merci d'avoir suivi cette analyse en profondeur.